L'altitude, hein. On est dans les odeurs, le sens. Je vais très rapidement me permettre de vous présenter Édouard. C'est ça qui est en train de se lancer. Ouais, ça va être ça. Édouard François, des École nationale des beaux-arts, architecte, urbaniste. Un travail remarqué par la critique. On a vraiment l'honneur de vous avoir, merci beaucoup. A enseigné en France dans très nombreuses écoles spécialisées comme méditerranéenne, Jardin du Pays de Grâce notamment, École spéciale d'architecture à Paris, École nationale supérieure du paysage à Versailles, École d'architecture de la ville des territoires Marne-la-Vallée, très célèbre architectural association de Londres également, reconnaissance confirmée par l'entrée de ses œuvres dans les collections permanentes du Centre Pompidou, le travail d'Édouard François régulièrement exposé à l'International Centre canadien d'architecture de Montréal, galerie d'épreuves d'artistes, non mais c'est intéressant, également exposé au prestigieux muséum Guggenheim de New York, également, intervention à l'Institut français d'architecture pavillon de l'Arsenal. Édouard François fait effectivement énormément de choses, aussi bien du parking à l'hôtel très haut de gamme. Et merci beaucoup d'être... Parking dans l'hôtel et parking en dehors de l'hôtel, parking des thermes par exemple, et toujours avec une dimension de recherche de sens, recherche aussi bien tant écologique que développement durable. Je vous laisse la parole, merci beaucoup d'être là. Pas besoin de micro, ça se va, non? C'est pas mal. Ça marche comme ça, vous m'entendez? Pour la caméra, c'est mieux. Oui, il manque à mon panégyrique que je suis dans le ouzou et dans le bottin mondain. Voilà. Ça, c'est mes armoiries. Ma société s'appelle B2B2SP, qui veut dire Binet de Bois Giroud Sainte-Preuve. Et j'ai le droit de porter lièvre, portant licorne et regardant casque. Hein, donc, oui. Je vais vous parler de différentes expériences que je fais. Je pense que c'est plus intéressant que ce soit autour de mon travail, parce que j'ai une certaine expertise à jouer avec ça. Je vais vous parler un peu peut-être de notions de luxe, de tendances, d'expériences que j'ai pu faire, d'innovation sur différents secteurs. Je pense que ce sont des choses intéressantes à essayer de comprendre comment on innove, comment c'est accepté, quelles sont les conditions pour innover, qu'est-ce que c'est que le luxe, comment on innove dans le luxe, qui est un sujet quand même assez fermé, qu'est-ce que c'est que l'hôtellerie, enfin comment je vois l'hôtellerie avec différentes expériences. Alors juste avant, je vais vous montrer rapidement quelques petites expériences que j'ai faites. Ça, c'est une expérience assez intéressante. C'est la nouvelle agence de pub pour l'agence H. Hein, donc c'est la fusion de... c'est chez Bolloré. C'est la fusion de Vario Villaret avec Enjoy, avec je sais pas quoi. C'est la troisième agence. Donc Seguela, qui est un garçon tout mignon, il avait fait un joli décor avec Valo d'Épices, qui sont des architectes eux-mêmes tout mignons aussi. Très propre, avec jolies vitres, aluminium laqué, belle moquette grise, etc. Et donc les créas, ils sont arrivés dans le truc, et ils ont dit waouh, mais on ne peut pas travailler là-dedans, c'est impossible. Et ils ont dit il faut qu'on appelle Édouard, hein. Il n'y a que lui qui sait faire. Alors je leur ai dit bon, mais chéri, qu'est-ce que vous voulez pour bien créer? Ils m'ont dit on voudrait que tu nous fasses un loft. Je vais vous faire un loft, c'est pas un problème, moi je suis un archi-commercial, donc ça ne me dérange pas. Alors voilà, j'aurais édité des tables, du papier peint, donc ça c'est du papier peint que je suis allé shooter à Halle, au nord de l'Allemagne, où il y a des usines en ruine. Hein, et donc le bâtiment, c'est les anciens bâtiments de bonbonnerie qui sont en briques, donc j'ai remis l'intérieur cohérent avec l'extérieur. Je pense que c'est aussi ça dont on a besoin, c'est une certaine cohérence générale. Et donc quand on arrive dans ce bâtiment à briques rouges, dedans c'est briques usines en ruine, hein, complètement trash. J'aurais édité des tables à trous que j'avais fait précédemment pour l'agence Enjoy, donc comme ils sont agrandis, avec du barbelé végétal qui sont des cactus pour qu'il y ait une certaine distance entre deux alvéoles. Et alors ici on voit, je leur ai fait des fauteuils en cuir bio, hein, pour que les femmes puissent éventuellement soulever la jupe et aller directement sur le fauteuil sans savoir de problèmes dermatologiques. Donc c'est le plus haut niveau de confort. Je pense que dans ces notions-là, il faut avoir une attention. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes quand on n'aime pas les gens. Moi, j'aime les gens. Je me dis, quand je fais des bureaux, plutôt que de mettre de l'argent dans la moquette grise,
Je leur ai dit, la moquette, elle est toute souillée, ça sert à rien de la changer, parce que si on change 10 mètres carrés de moquette grise, ça va coûter le prix d'un fauteuil de luxe bio ergonomique. Ça n'a pas de sens. Donc, essayer de faire quelque chose de confortable. Donc, par exemple, dans ce projet, dans ces tables à trous, il y a une idée de comment travailler tous ensemble dans un même lieu, un côté un peu circulation, import-export de données, tout en ayant une forte individualité dans son alvéole. Je pense que la base d'un travail aujourd'hui innovant, c'est aussi un travail sur une ergonomie, sur un usage et sur des attentions éminemment humaines. On assiste en fait à une société qui est totalement formelle, elle aime les casseroles, sur sa casserole elle veut une espèce de carotte comme ça, un obus, une poignée. Il faut arrêter avec ça, il faut revenir à des gestes simples, les gestes qui sauvent. Ça c'est différentes vues. Ça c'est par exemple les poteaux. Les poteaux qui sont maintenant en briques, donc ça leur donne une certaine fragilité, il y a une émotion, parce qu'un tas de briques pourries comme ça qui portent un immeuble, on a l'impression que ça va s'effondrer, donc ça recrée une inquiétude, on a besoin d'inquiétude, et on est trop rassuré dans notre société. Et là c'est les cloisons, les cloisons ici, je les ai fait avec des barres de plaques de plâtre, sur lequel on a directement siliconé les vitres et on voit la crotte de silicone, là, complètement incertaine, qui ramène un peu de matière par rapport à ces cloisons hyper clean qu'on voit dans les bureaux. Donc dans les bureaux, il faut revenir en fait à d'autres sensations. Ça, c'est un bâtiment que j'ai fait qui est intéressant que je vous parle. J'ai fait ça avec un promo privé. Dans la promotion privée, donc quelque chose qui va à la vente, donc quelque chose qui est soumis au dictat du marketing, des plaquettes, des je sais pas quoi, des tests conso et toutes ces conneries qui à la fin, on est totalement castré, il n'y a rien, il y a une espèce de biscotte où il n'y a même plus de beurre dessus, où il y a un beurre soi-disant allégé, on ne sait même plus ce que c'est. Et donc là, le promo, en fait, j'appelle ça un promo, il m'avait vu en pied dans Madame Figaro, très beau comme ça, et avec un texte idiot, très Madame Figaro, disant que je transforme le lait en beau, vice-versa, un truc comme ça. Il était au bord de sa piscine, il s'est dit, c'est ça qu'il me faut. Il faut un mec qui transforme le lait en beau, parce que c'est vraiment ça la problématique. Et donc il m'a confié cette opération à Montpellier, on voit ici l'espèce de banane, là. Donc c'est pas moi qui ai choisi le plan masse, le plan masse c'est le dessin général, moi on m'a donné cette banane, et je pense que le contexte sont des choses intéressantes, et c'est la question que je me suis posée, c'est comment on peut, dans un produit qui va à la vente, donc avec des conditions très précises, avec des catalogues, des maquettes qui sont surcodifiées, vous voyez bien ce que c'est que le monde de la promotion privée, on arrive à passer outre et à voler nettement plus haut. Et donc je me suis bien accroché, alors j'ai dû pas mal travailler avec le promo, ça on voit l'immeuble réalisé, donc j'ai inventé des cabanes, et donc la question dans ce genre d'innovation se pose, c'est la question du sens. Soit on répond à un sens et à un usage, et on peut aller voler assez loin, soit on est à côté et on vend des carafons et on vole très bas. La question du sens, donc c'est un immeuble qui est en limite de la zone d'urbanisation de Montpellier, et qui, face à une zone verte, c'est comme s'il y a une sorte de moisissure qui commence à interférer sur l'immeuble, et donc l'immeuble est à façade végétale. La question des balcons était intéressante, parce que dans la promotion privée, le balcon, c'est une forme récurrente. Et donc, l'immeuble aurait pu s'appeler le balcon dans tous ses états. Donc on voit ici, ça c'est la maquette que j'ai montrée au client. Je pense qu'il faut... Dans l'innovation, on a tendance à trop se censurer. Les gens se censurent, ils n'osent pas. Bon, montrer ça à un promoteur privé, non mais c'est excellent. Le mec, il a les boules, mais c'est aggravé, quoi. Il est là. Mais ils sont consternés. Alors quand en plus il y a un colonie capitale qui est là-dedans, le mec il renverse sur son fauteuil et il tombe la tête par terre. Donc déjà c'est bon. Déjà on gagne. On marque des points, c'est-à-dire que le mec, déjà, peut commencer à tolérer avec. Sinon on ne peut rien en faire. Et quand j'ai montré cette maquette, ils ont fait waouh, ils ont eu très très peur. Et je leur ai dit, et c'est une chose que vous devez retenir, qui est issue de mon expérience, c'est le réel tue l'imaginaire. Et donc, si on veut que le réel
et une certaine force émotionnelle, ça veut dire que l'imaginaire qu'on doit proposer, il doit être surdosé. Il doit presque être à faire vomir. Et ça, c'est très important parce qu'on a tendance à doser, en fait, l'imaginaire au niveau exact de ce qu'on veut sortir au réel. Et à la fin, il sort tous ces produits qu'on peut voir qui sont strictement insipides. Or là, d'accord, c'est très dosé, la maquette, mais quand on voit construit, c'est juste ce qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il faut frapper assez haut. Voilà différentes vues après que c'est poussé. Voilà. Alors ce qui est assez marrant, c'est sur cet immeuble-là, la clientèle. Donc ça a été une vraie expérience. Le promoteur a vraiment joué le jeu avec moi. Il était séduit par mon personnage aussi. Parce qu'après la fin du chantier, il m'a fait un coming out. Il m'a dit, écoute Edouard, je t'ai vu vivre, comment tu t'exprimais. Et ben maintenant je sors avec Jacques, je suis devenu homosexuel. Donc il a fait son coming out, donc c'est un promoteur que j'ai aidé aussi à se libérer de choses qu'il avait en lui. Mais c'est important, les gens ils vivent avec des trucs, ils sont enfermés. La moitié des gens sont enfermés, ils n'osent pas être ce qu'ils sont. Et on a vu, il y a eu des gens, les gens qui ont acheté là-dedans, il y a eu des retraités, il y a eu des jeunes, il y a eu des boulangers, il y a eu absolument de tout. C'était vendu assez cher. Et la question que je me suis posée, c'est ce bâtiment qui est quand même assez arte povera, comme on peut le voir là. Est-ce que ça peut rentrer dans un produit qui est vendu cher à quelque part luxueux? C'était pas du luxe, c'est de la promotion haut de gamme, donc cher. Et donc est-ce que tous ces détails, ce béton brut, ces bouts de fil de fer comme ça, tournicotés à la pince, est-ce que au moment où on allait livrer, c'est repasser l'émotion du discours, des maquettes, etc., tout d'un coup, il n'y avait pas à avoir une espèce de vomissement sur le balcon en disant « Waouh, qu'est-ce qu'on s'est fait avoir ?» C'est rien. Bien non, la question s'est jamais posée. Hein, donc voilà le bâtiment. La question s'est jamais posée et en fait, on a tendance peut-être à faire des choses trop sophistiquées. Et ça, c'était assez intéressant comme expérience que j'ai faite. On peut faire des choses plus simplement et on peut se promener en société avec les ongles non manucurés. C'est possible. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un autre exemple de hameau de gîte que j'ai fait dans les haies, dans la Sarthe. Ici, c'est des maisons totalement intégrées. C'est à Jupy. Il faut 2 ans de réservation pour aller dedans. C'est au début. C'est des expériences sur le paysage, donc lorsque le paysage, l'écologie, l'intégration sont des éléments qui sont très forts, très porteurs, sur lesquels on peut aller assez loin et sur lesquels on peut expérimenter des choses qui sont pratiquement inavouables. Par exemple, une fois que j'ai fait ces bâtiments en végétation complètement intégrés, j'ai utilisé les végétaux les plus dégueulasses, quoi, ce qu'on interdit de mettre. Le thuya, que tout le monde dit que c'est très plouc, mais c'est tout en thuya, c'est tout en érable rouge, c'est tout en tenue de plouc. Mais c'est dans une notion de paysage et tout d'un coup ça reprend une poésie. Ça c'est un truc que vous connaissez peut-être pas la maquette, que j'ai fait pour l'OPAC de Paris qui se lançait dans sa première opération de promotion dans le 17e. L'OPAC, c'est une grande maison, ça construit beaucoup. C'est ce que j'appelle des taureaux très dangereux. C'est à des cornes, c'est encore d'un architecte sec. Hein. Donc là, première passe de la moulette, il faut y aller. Il faut sortir les klaxons. Donc je vais montrer son projet. Là. Il est allé à l'hôpital avec un truc au dos. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça a dû lui tasser sa vertèbre. Oui. Oui. Donc ça lui a fait un choc considérable. Il a dit c'est pas possible. Ça, un immeuble, c'est pas possible. Et moi, c'était mon sorte de contrat, et c'est ça que je voulais faire. C'est assez important d'avoir aussi, quand on s'engage dans des territoires inexplorés, hein, comme ça, par exemple la Foufoune, c'est un territoire inexploré, il faut des images qui vous éclairent. Sinon, on n'a pas envie d'y aller. C'est-à-dire que je sais que pour aller là-dedans, je vais traverser une quantité de difficultés extrêmes. Et si le matin, en me levant, je ne vois pas ce truc-là, je me dis, waouh, il faut que je le construise. Il n'y a aucune raison que j'aboutisse. Aucune. Donc ça, c'est ce que j'appelle des objets éclairants. Donc quand on fait de l'innovation, il faut avoir des espèces d'icônes.
et qui sont des icônes qui sont tout d'un coup des icônes fédérateurs, c'est-à-dire les ouvriers ont envie de le faire, le client a envie de le faire, l'architecte a envie de le faire, et tout d'un coup, on rentre dans un domaine qui s'appelle exceptionnel. C'est-à-dire que tout est possible. On arrête de raisonner comme on raisonne tous les jours. Donc ce n'est plus un immeuble qui est fait sous norme de production opaque, c'est un immeuble que nous allons faire ensemble. Et donc ça change complètement la manière de faire. Sinon, le réel, qui est cette espèce de saloperie, que je ne sais pas très bien ce que c'est, il vous rattrape, et quand il vous attrape, ça fait très mal. Voilà les différentes photos. Voilà. Il faut aussi... cette photo est assez intéressante, je pense. On a tendance aussi à être trop glamour. Hein, là, on voit, c'est pas du tout glamour. C'est effrayant. C'est un immeuble qui est entièrement en béton, avec des balcons filants. Il n'y a pas autre chose que du béton. Le béton, il est mélangé, gris et blanc, en fonction de l'arrivée des camions. C'est dégueulasse. Et hop, quand on met des plantes, ça change tout. Donc on voit ici, hop, ça devient autre chose. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à se faire peur. Voilà, quand il y a les plantes qui arrivent, ça devient tout à fait étonnant. Je pense que toute personne qui veut aller à l'innovation, qui ne se fait pas peur, ça ne marche pas. C'est qui va faire un truc pas du tout innovant. Donc il faut faire de la gymnastique. Il faut en faire beaucoup, parce que plus on monte haut dans les rideaux, plus il y a de l'altitude, et plus ça fait peur. Et les rideaux, c'est fragile. Des fois, ça décroche. Voilà. Différentes vues. Rapidement. Il y a plein d'innovations là-dedans. J'ai innové avec Lafarge, on a inventé des nouveaux bétons fumé de silice. J'ai inventé des éclairages rouges, comme ça la personne, quand elle sort de son immeuble le matin, se voit en rouge, elle est plus fraîche, elle est plus sexy. Voilà. Ça, c'est d'autres innovations qui ont marché assez bien. C'est pour la caisse des dépôts, donc c'est des clients difficiles. Donc là, ils m'ont donné un truc à faire dans un jardin, donc j'ai imaginé des espèces d'immeubles comme ça, là. Ça, c'est les escaliers, on passe par son balcon et on rentre dans son immeuble. Donc on a son appartement, une vue, deux vues, trois vues, plus une vue secondaire. Donc c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à faire basculer la situation. C'est-à-dire que, à quelque part, l'innovation, il faut être premier de la classe. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui offre mieux? Moi, j'offre 3 vues. Personne ne peut offrir mieux. Et puis là, on fait un immeuble entièrement en briques bio, brut dedans, brut dehors, avec juste une sorte de pare-pluie comme ça en châtaignier. Voilà l'immeuble réalisé. C'est un immeuble très simple, ça a coûté presque rien, mais ça m'a pris 3 ans de ma vie pour faire admettre ça, qu'on pouvait le faire. Maintenant, tout le monde peut en faire avec moi. Comme quoi, une fois réalisé, c'est juste comme il faut. Ça, c'est l'intérieur. Alors ça, c'est une chose que j'avais pas osé, j'avais pas pensé que ça pourrait passer. Quelquefois, j'essaye comme ça. Et donc, je m'étais dit, donc, je vais faire un mur, une sorte de construction élémentaire. Toujours pareil, on fait des choses trop sophistiquées. Donc, c'est un mur en briques, brut dehors, brut dedans. Donc, c'est une sorte de... comme ça, un truc poilu, très simple. Et la conséquence, c'est que dedans, c'est comme ça, quoi. C'est pas super glamoureux, quoi. Et puis quand vous voyez les gens, comment ils habitent, là, c'est la dame avec son collier de perles et tout. Elle m'a dit, au début, j'ai eu du mal à m'habituer, mais on a choisi les meubles pour y aller. Et elle m'a dit, j'ai reconquis ma fille, qui me prenait pour une ringarde avec mon collier de perles, et qui me dit, tiens, mamie, c'est pas mal, t'es assez smart, tu swings bien. Hein. Et donc... les gens s'adaptent. En fait, l'être humain a une capacité d'adaptation qui est absolument incroyable. Différentes autres vues. Maintenant, un palace. Alors, moi, je suis un garçon qui parle pas très bien, qui met des gros mots, qui a souvent les ongles sales, et on m'appelle pour faire un palace. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi, ces gens? Ils m'ont appelé parce qu'ils ont un problème de façade. C'est toujours un problème. C'est le fil intéressant, c'est que face à une question posée, plutôt que de faire une carafe et de répondre par la beauté, se dire quel est le problème. C'est souvent par là qu'on peut tirer, en fait, doucement,
doucement le sens et doucement emmener ces commanditaires, les gens, au travers de la question, qui est la question du problème posé. Donc ils avaient un problème de façade ici. Ils ont acheté, donc c'est le groupe Fouquet's-Barrière, un immeuble, deux immeubles, le Fouquet's, un troisième, une merde, un autre, ici la banque. Ils avaient pris des architectes, des pauvres mecs. Parce que il y a un truc quand même dans l'hôtellerie, hein, je le dis, on ne croit qu'à une chose dans l'hôtellerie, dans le luxe, et c'est vraiment grave, à la fanfreluche. C'est-à-dire, hop, hop, le machin, vous met tac, tac, 2 cravates, on prend un plouc, on lui met 2 cravates, 3 babouches, et on le fait rentrer, on fait applaudissez, c'est une star, c'est un aristo. C'est ça, on croit à ça. On ne croit pas au fond. Et donc là, il y avait un déco, et ils ont pris l'architecte le plus minable pour faire ça. Et donc, quand j'ai commencé à regarder la façade, j'ai regardé les plans, c'était une catastrophe. Et donc, si on veut aller au luxe, il faut remonter à l'excellence à tous les niveaux. Et c'est une chaîne dans laquelle, à tous les niveaux, on doit être parfait. Il n'y a pas que le niveau de la dernier niveau qui est celui de la peau, qui est celui du décor qui marche. Or, le market a tendance à juger que le décor, la peau, c'est un fini pellicule qui, soi-disant, fait tout. Donc, je me suis pris doucement sur cette question de la façade. Il y avait des chambres qui étaient dans la façade, et comment on fait des chambres alors qu'on a une façade en verre de banque. C'est pas commode, on voit tout, on voit les slips, on voit les trucs qui sèchent, ça marche pas, donc il faut refaire la façade. Donc ça, c'est une vraie question. L'autre question, c'est que c'est un hôtel qui est une conglomération d'immeubles, et comment, quand on a 7 immeubles, on peut arriver à dire ceci est un hôtel. Sans avoir à tout péter, évidemment. Parce que si on rase tout, les 3/4 de l'îlot et qu'on refait une barre HLM, ça aura une certaine unité. Même si c'est pas très joli, on se dira tiens, ça c'est un hôtel raté. Mais c'est un hôtel. Et donc c'est en travaillant en fait sur ces idées-là que je me suis dit je vais créer une espèce d'arythmie. Il y a un endroit qui est intéressant, c'est l'architecture haussmannienne de la proue. Et donc je vais la copier, la coller. Moi je procède essentiellement du contexte. Et il faut avoir aucun a priori. Donc je me suis dit, je prends le Fouquet's, je le copie et je le colle. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça a du sens. Alors quand on voit ici, on a un immeuble haussmannien 18e, pur style, rien à dire, parfait. Un deuxième 18e, pur style, rien à dire. L'autre, pareil, il se trouve c'est la même architecture. Une merde pastiche néo-haussmannienne. Moi, j'ai pas envie d'y toucher. Ici, une toute petite merde, ça, je peux me la raser. Une moyenne merde, ici, j'y touche pas. Et ici, c'est le truc-là que je dois faire. Donc, c'est dans l'arythmie que j'ai trouvé la solution. Oui, non, oui, non, oui. Et donc, dans ça, hein, on arrive à faire passer, en fait, à décliner l'idée d'une unité. Quand on a ça dans la tête et qu'on va voir ce qu'on va copier, on a mais carrément peur. C'est-à-dire que moi, je suis un architecte avec un pédigré dans les collections des grands musées. Aller copier ça, avec tout ce que Disney a pu faire comme saloperie sur le sujet, c'est très 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 chaud, quoi. Là, je me dis, c'est peut-être la fin de ma carrière. Bon, je ferais ça à Marne-la-Vallée, ça passerait, mais au champ, si je me plante, c'est vraiment grave, quoi. Je pense que la carrière, elle s'arrête. Et je me suis dit, si ce que je touche, ça a vraiment du sens, alors ça vaut la peine d'être fait. Et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de se dire j'ai peur, j'ai pas peur. C'est cette espèce de cheminement, de marche d'escalier, où doucement on se dit ben, je vais le faire. Sans commentaire. Bon, et je me suis posé les questions. Alors, il faut se reposer en fait les questions. Il ne faut pas avoir peur de se reposer des questions bibliques. Adam et Ève, la fenêtre, le mur, le décor. On peut penser que depuis que le métier d'architecte existe, la fenêtre c'est réglé, le décor c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Rien n'est réglé. On a tout à l'apparence d'être réglé et ça vaut la peine, quelle que soit la situation, de se reposer des questions élémentaires. Les questions élémentaires sont les suivantes.
Dans cet angle, je dois refaire la façade, ici. C'est du luxe. Dans le luxe, la position de la fenêtre, c'est pas n'importe quoi. On ne peut pas mettre la fenêtre à cheval sur la cloison de la salle de bain et du chiotte. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est pas luxe. La fenêtre doit être au parfait endroit. Alors, on dessine les chambres. Des chambres de palace dans un virage, c'est vachement dur à faire. Je suis peut-être pas très doué, mais c'est pas commode. Il faut que on doit respecter la même typologie. Enfin, ça se passe pas aussi facilement que ça. Et force est d'admettre, on a beau refaire 50 fois le plan, les fenêtres, ça tombe pas vraiment bien. Mais ça doit être là. Ça doit être là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de casser l'ordre établi. La question, c'est l'usage. Ça doit être là. Et accessoirement, ça ne tombe pas bien. Mais ce n'est pas parce que ça ne tombe pas bien que ça ne doit pas être là. Il ne faut pas inverser les questions. Et là, si on commence à inverser les questions dans cette chaîne extrêmement précise, on se prend les pieds dans le tapis et on n'arrive à rien. On voit la façade. Ça, c'est la façade. En fait, je suis arrivé à cette conclusion, dans cette espèce d'état de transe dans lequel j'étais avec ces fenêtres qui ne tombent pas bien. J'appelais ça des yeux. Dans la chambre, les yeux, ils doivent voir. Et je me suis dit, finalement, peut-être l'architecture, c'est un décor avec des trous. Hein, donc ça, c'est des trous qui tombent bien. Et ça, c'est un décor qui tombe bien. Et ils ont une certaine liberté entre les deux. Le décor, c'est un décor qui est contextuel, donc légitime, donc à trouver dans le meilleur décor le plus proche de l'endroit où je suis. Bah, là, le plus proche, c'est le Fouquet. C'est pas mal, il est bien. C'est le premier décor bien que j'ai trouvé en remontant le trottoir. Et les trous ils sont indépendants. Et donc c'est dans cette espèce d'analyse assez rigoureuse qu'est née l'idée du Fouquet. Et après, il faut aller au maximum, à l'outrance en fait du propos, qui est la liberté totale entre les deux. Hein, donc ça c'est fait en anamorphose pour avoir la hauteur exacte. Hein, donc c'est un coupé-collé mis en page. Il n'y a aucune raison que ça tombe bien au bord. Aucune raison. Donc c'est coupé net, c'est du papier peint, c'est du papier peint 3D. Je compare ça en fait au château de mes grands-parents, qui était tout en toile de Jouy. La toile de Jouy, ça tombe jamais bien. Quand j'étais petit, je regardais, ça démarre bien là. Oh, la marquise à la queue coupée. Oh, le chat il a perdu un œil. Et donc, ça tombait pas bien, c'est comme ici. Et il y avait des tableaux chez mes grands-parents, et les tableaux n'avaient aucune relation avec le décor. Comme ça. Il y avait une liberté entre les tableaux, qui étaient des yeux, qui me regardaient, de mes ancêtres, et le décor. Voilà, donc trouver. Non mais vous rigolez. Mais quand on a ça dans la tête, après, moi j'ai un métier que vous n'avez pas, je dois demander l'autorisation de faire. C'est horrible. C'est horrible. Donc on doit déposer un permis. Moi je déteste demander la permission. Et là je dois demander la permission de faire ça, que ça a du sens. Et ça s'est pas très bien passé. Il y a eu des débats avec l'architecte des bâtiments de France. Ils m'ont dit, écoute, Édouard, c'est quand même un garçon doué. On a fait une commission spéciale. Alors on est heureux que tu travailles sur ce bâtiment. That's nice. On t'autorise à faire. Écoute, Édouard, c'est vachement important. Une architecture contemporaine. Ah, mais c'est vachement rare. Aux Champs-Élysées, autoriser une architecture contemporaine, c'est vachement rare. Donc tu dois être content. Mais c'est pas tout. Et de ton écriture. C'est-à-dire qu'on t'autorise à faire toi de l'Édouard François là, c'est pas mal. Alors moi je leur dis, ça, c'est d'Édouard François et c'est contemporain. Alors là, ça a volé très très grave. Ils m'ont traité de Galliano. C'est pas mal, Galliano. Provocateur, intellectuel. Et là, je leur ai dit, écoutez, je ne viens pas là pour vous faire de la peine. Je suis dans une commission de l'État et vous me traitez mal, vous ne me parlez pas bien. Et donc, je vais faire évoquer mon dossier auprès du ministre et je vais suspendre le fait que vous ayez à me juger. Comme ça, vous n'aurez plus toute cette peine. Et donc j'ai dû remonter jusqu'au ministre de la Culture pour faire passer ça. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est une marche complexe.
Après, on voit les choses finies, ça a l'air comme ça, facile, c'est pas si facile. C'est un long parcours. Là, après ça, le ministre, il a dit, c'était Ayagon. Ayagon a dit, Edouard, c'est pas mal, j'aime bien ton truc, mais je trouve ça beau, c'est noble que tu fasses évoquer à un ministre son travail. C'est très beau. Je dis, mais malade ou quoi? Moi, je dois manger avec ma commande. C'est pas noble du tout. Je veux une autorisation. Je veux pas en faire un foutoir. Il me dit, je veux organiser une réunion magnifique avec tous les ABF de France. Donc chacun s'exprime. Toi, tu t'exprimes. Et après ça, moi, ministre, je dis la vérité. Je dis si c'est oui ou non. A dit Jean-Jacques, d'une histoire simple, tu fais un foutoir épouvantable. Bon, je te promets que je ne te destituerai pas, que je n'irai pas demander à Jacques Chirac himself l'avis contraire. Donc il organise la commission et la veille, il est parti. Il a quitté le ministère. C'est terrible. Donc il y a Donadieu de Fable qui se pointe là-dedans. Lui était plus simple, il a demandé à des critiques qui ont dit c'est possible. Il a dit, et là où c'est un politique, il a dit si moi, ministre de la Culture, je donne l'autorisation à ce bâtiment de se faire et que le maire de Paris dit non, ça veut dire que je vais être mis à ridicule. Donc je mets comme condition que Delanoë, personnellement, donne son accord. Et voilà, on est reparti. Un ministre, un maire. Le ministre, le maire, il dit moi, avec tous mes conseillers, je suis d'accord, si. Mais il faut que le ministre soit d'accord. Ouais, comment on fait? Là, c'est les deux trucs électriques, il n'y a pas de courant. Concept, les deux sont homo. Donc ça va passer par le cabinet homo. Normal, ils couchent tout le temps ensemble dans les deux cabinets, même si l'un est de droite et de gauche. Donc c'est le cabinet homo qui a résolu l'affaire, qui a garanti aux deux que ça allait se faire. Donc on peut passer par des extrémités quasiment inavouables. Mais là, je vous dis les choses simplement. Voilà la façade une fois faite. Donc on voit la liberté du truc. Des maquettes que j'ai fait graver, les images. Différentes vues. Voilà, ça a été presque compliqué à faire. On voit ici l'outrance totale. Quand ça a été fait, 2 ans après l'inauguration, j'avais déjà dépassé les 3000 pleines pages dans le monde entier. Et la télé tous les 15 jours. Comme quoi, ça vaut la peine d'essayer. Voilà, ça c'est une photo assez marrante, c'est dans les fenêtres. Ça montre l'incapacité qu'a le décor de coller avec l'architecture. Ça fait un vide. Ça c'est une autre difficulté. Les pompiers m'ont demandé une porte pour aller secourir les gens. Alors là, j'avais l'autorisation du ministre de Delanoë. Ça y est, les cons de pompiers. Ils peuvent pas passer à côté. Non, ils trouvent que la fenêtre, parce qu'ils sont syndiqués, je sais pas quoi, mais la fenêtre qui s'ouvre comme ça, il faut la mettre comme ça, sinon ils veulent pas passer. Genre, j'ai dit celui-là, toi, je t'allume grave. Je vais tout de suite voir Sarko qui était ministre de l'Intérieur. Là, il m'a jeté le Sarko, mais grave. Donc j'ai dû faire la porte. C'est plus compliqué à faire qu'une porte de Toyota. Voilà. Bon, différentes autres vues. Ça, c'est assez intéressant, c'est l'intérieur en branche d'aluminium. Il n'y avait pas de nullité dans le jardin. La matière, aujourd'hui, a une fascination suffisamment forte qu'elle n'a pas besoin de forme. Donc là, le jardin est complètement difforme. En mettant une matière très sophistiquée, on fait oublier complètement la forme. Il faut bien connaître qu'entre forme et matière, il y a des ponts qui se font pas. Les gens, ils continuent à raisonner proportion. La proportion, ça n'existe pas. D'accord? Je prends un exemple, c'est ce que je donne à mes élèves en cours à la EE. Le Corbusier a mis au point un truc. C'est le rectangle d'or. C'est 1 sur 1,618. Vous avez entendu parler de ça. Et pour démontrer la pertinence du rectangle d'or, il fait varier à surface égale 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 1,118. Il les met tous comme ça, plaf, devant, et il dit, regardez, la proportion dorée est pertinente parce que plus de 64% des gens vont choisir celui-là quand on va leur poser la question, est-ce que ce rectangle-là
quel est le rectangle le plus harmonieux. C'est vrai, vous essayerez, ça marche à 62-63%. Et donc, fort de ce raisonnement, le mec, il a dit que la proportion, c'est universel. Mais c'est bidon. Alors moi, pour arriver à faire tomber ça, je dois re-rentrer dans l'exercice de Le Corbusier, faire la même chose. Quelqu'un, vous, monsieur, vous allez me dire lequel on doit choisir. Et à plus de 80%, je vais faire choisir celui qu'on m'a dit. Qui peut être 1 sur 2, s'il me dit 1 sur 3. Ça veut dire que je vais introduire de la matière. Donc je prends le merveilleux corps de Sidney Crawford et avec mon ciseau, je coupe et je garde un morceau du sexe, le sein, la bouche, comme ça, dans la proportion que m'a dit le monsieur, je le mets là, et quand je mets tous mes petits rectangles, eh bien les gens, ils préfèrent le fabuleux corps de Cindy Crawford. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la proportion ne marche qu'en l'absence de matière. Et dès que vous avez une matière, la proportion choix au profit, en fait, d'une mise en page. Mais si on ne réanalyse pas un certain nombre d'outils, on ne fait que des bêtises. Donc ça, c'est l'exemple d'une matière, pas à la Cindy, que j'ai vendue d'ailleurs comme une pirouette. C'était très très cher. À l'époque, il y avait les cours de l'aluminium qui montaient. J'ai dit à mon client, il y avait Colonie Capital dedans. Je lui ai dit, achète de l'alu. Achète de l'alu, je sens que c'est bon. Achète, je te fais un truc en alu pur, comme ça tu peux le revendre et tu vas t'en foutre plein les fouilles, toi, mon salaud. Et donc, ils ont acheté 6 tonnes d'aluminium. Ça, c'est une expérience que j'avais fait juste avant le Fouquet's, à Bruxelles. Je viens de finir, ça a mis plus de temps. C'est un hôtel particulier et c'était pour faire des boutiques de luxe. Et donc, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait murer l'immeuble et le trouer. Et donc, j'ai mené en parallèle à Bruxelles et aux Champs-Élysées un moulé troué et un muret troué. Je vais accélérer. Faut que j'accélère? Accélère. Donc ça, c'est à Bruxelles. Je viens de le finir. C'est boulevard de Waterloo, donc c'est le siège de BMW. Et il y a normalement soit Armani Casa ou une grande marque française qui va s'installer dans l'autre partie. Ça, c'est un projet au Sénégal. Donc c'est l'hôtellerie. Monsieur connaît là. C'est un site qui fait plus de 100 hectares. Donc on m'a confié la responsabilité de le développer. On est entre un lagon et une plage. C'est très beau. C'est un très bel endroit. Il y a 1,2 km de plage. Et l'histoire a commencé de manière assez particulière. En fait, le club se désengage en fait du foncier et prennent un acteur local. C'est classique, c'est ce que fait Accor. À charge pour l'acteur local de développer le projet sous norme du club. Et c'est un Africain qui est venu me chercher. C'est pas le club. C'est l'Africain, quand on lui a dit, comme un architecte, c'est vraiment un pauvre mec, on lui a dit, t'as qu'à me rapporter un architecte Blackos, et puis nous, on va t'imposer la déco, parce qu'il n'y a que la déco qui fait la maillot. La mayonnaise. Et donc je viens de l'Afrique. Alors c'était une sorte de curiosité, parce que je reviens de l'Afrique présenté au club. Ce qui est assez paradoxal, avec une déco imposée. Et on a eu de très longues discussions, ça a pris beaucoup de temps, ça a été très intéressant, et discussions très libres avec le club pour arriver à ce projet, où, in fine, on m'a donné en fait les clés de la maison, parce que je m'occupe donc de l'urbanisme, de l'architecture d'intérieur, de la déco, du paysage, donc de l'intégralité en fait du sujet. Mais ça a pris un certain temps. Je pense que la liberté, ça se conquiert un peu point par point. Moi, je vois beaucoup de mes confrères, ils demandent en préalable la liberté totale pour travailler, parce qu'ils pensent que s'ils n'ont pas la liberté totale en préalable, ils ne peuvent pas y arriver. Donc il faut démarrer par une petite question. Le Fouquet, c'était la question de la façade. Ici, c'est la question de l'architecture, et on y va doucement. Le site, bon, je vous passe rapidement, parce que je vous montrerai un autre projet, puis je crois qu'on est en retard. Ça, c'est le site. Il y avait un enjeu pour avoir un centre, le centre du club assez fort, parce que c'est ça qui marche. J'ai introduit la notion d'écologie, donc c'est un des clubs qui va être un plus haut niveau d'écologie. Sur cette question d'écologie, j'ai introduit l'idée du luxe, et donc on est en train de discuter pour que ce soit un club 5 tridents, donc au plus haut niveau, en partant du postulat que le luxe, que l'écologie ça coûte cher et l'écologie c'est un luxe.
Et donc, face à ça, on va pouvoir casser cette espèce de folie qu'il y a dans le luxe qui s'appelle 5 étoiles, 5 bidets, 5 tridents, 5 bidets. Et là, peut-être qu'on va faire pas de bidet, 5 étoiles. Voilà le bâtiment. Alors, le bâtiment est un énorme serpent en python, littéralement un python, entre le lagon et la mer. Ça, c'est mes chaussures. On voit que le python, c'est un animal pixelisable. Voilà, on travaille sur des ventilations. Il y a des piscines qui se déversent. Donc on travaille sur des solutions écologiques assez complexes avec des traitements par l'eau de mer. Voilà, ici on voit les vues d'ensemble. Ce sont les réfectoires là-haut. On voit ici le python, construction en terre. Donc je vais recenser toutes les technologies locales. Ça c'est le réfectoire, ce sont des tentes à l'envers, dans des impluviums qui recueillent l'eau. Et donc qui crée et l'ambiance et l'architecture, et l'ambiance et l'architecture d'un coup. Ça c'est vu de dessous, donc on a comme des poches avec différentes toiles africaines. Je travaille avec Assadion, qui est une femme africaine merveilleuse, sur ce projet. Et là je pars au Mali la semaine prochaine pour recenser d'autres artisanats. Voilà, rapidement l'intérieur, donc on a un travail sur les huttes qu'on remet en terre. Il y a quelques bâtiments existants, on n'a pas tout cassé. Ça c'est différentes vues. Ça c'est des habitats avec vue. C'est là où j'aime bien le marketing. Là par exemple j'ai pris le marketing à rebrousse-poil. On m'a dit au niveau market, ça s'appelle comme ça, le niveau market, il faut que ces suites voient la mer. Why not, pourquoi pas, c'est un produit. Et donc ça m'a plu cette idée de voir la mer et j'en ai tiré une qualité. Donc ça c'est les huttes. En fait on n'a jamais des bâtiments qui sont également situés par rapport à la mer. C'est ça le problème. Donc on vous a vendu que vous allez avoir la vue sur mer. Mais vue sur mer, est-ce que c'est le mec qui a un premier rideau? Celui qui est en deuxième rideau, il a moins vue sur mer. Donc en fait j'ai fait des envols pour les yeux. C'est des tapis de fleurs qui vous permettent en fait... ça c'est des tapis de fleurs qui partent de votre hutte et qui vont jusqu'à la mer pour être certain qu'en fait la vue est dessinée et conceptualisée comme un envol des yeux. Et qu'à la limite, plus on a un long tapis et plus c'est luxueux. Ensuite, après, il y a un produit assez drôle qui a du room service, c'est les suites. Et donc c'est une sorte de sécrétion animalière dans les arbres. Voilà, ça c'est le... C'est l'espèce de cacahuète dans les arbres en paille tressée, lumineuse la nuit, et avec des feux follets au sol. On voit, c'est regroupé 3 par 3. Il se trouve, ce n'est qu'une coïncidence, que le Sénégal est le premier importateur d'arachide. C'est une coïncidence. Voilà, sur le lagon, on remet le lagon avec des plantes. Et ici, on voit les premières réalisations au Brésil. Du cacahuète dans les arbres, et on a différentes peaux de cacahuète. Donc on a quelque chose de très lumineux, et ça c'est considéré comme un produit de luxe. Voilà, je m'occupe de la déco, donc il y a une deuxième phase importante, ça c'est classique. La décoration, donc il y a des pneus, c'est sur le thème du recyclage, avec tout un tas d'artisans de Dakar. Donc c'est des pneus de VTT recyclés, il y a de la terre, il y a des tissus, des bois scarifiés. Ça c'est un lustre en bouteille de Pepsi Cola, avec des masques africains brûlés. En bas il y a les horloges. On voit ici les fameuses horloges, les horloges mécaniques suisses, pour montrer qu'aussi nous on a une forme rudimentaire. Il n'y a pas que les blacks qui ont des trucs bricolés. Et donc ça va sonner pas à l'heure ronde, tout décalé. Ça c'est des canapés que je mets au point avec des artisans qui font de la restauration de chambres à air. Des plastiques co-injectés par dérèglement des machines là-bas qui se dérèglent de façon assez bien tout seul, des tissus en capsule de coca. On est en train de développer tout un mobilier complet à cette occasion. Ça c'est le dernier projet, je vais vous le montrer rapidement. Donc là c'est le projet le plus cher probablement en développement actuellement. C'est un hôtel de très haut luxe à 100 millions d'euros sur la Côte d'Azur, à Beaulieu-sur-Mer. Le luxe c'est un peu méchant, ça fait peur. Donc c'est à Beaulieu, ici, donc on m'a demandé de faire un nouvel hôtel. C'est un très beau territoire, on est en premier rideau. On voit ici le terrain.
Hein, donc la mer. Et donc sur ce développement de luxe, donc là c'est un peu, à chaque fois c'est une nouvelle question qui se pose, donc j'ai pas de, c'est pas parce que je viens de faire ça au Sénégal ou au Phuket que je vais répéter une solution. Et donc la question qui m'a extrêmement intéressé, c'est la question de l'argent. Le terrain sur lequel je travaille vaut 150 millions d'euros. À 500 mètres derrière moi, il y a une villa qui est partie à 500 millions d'euros. À 700 mètres de ce terrain, il y a un aristo français qui est assailli par les Russes. Il demande actuellement 1000 millions d'euros pour vendre sa villa et on est presque certain que ça va partir d'ici un mois. Et tout est comme ça. Ça marche à la condition d'être en premier rideau et d'avoir la ligne d'horizon. Je me suis dit, il y a certainement un parti très fort à faire avec le fait d'être en premier rideau et à réinventer une sorte de folie du balnéaire. Voilà l'hôtel, les premières propositions. Et donc j'ai inventé donc cet hôtel avec une sorte avec un engagement écologique très élevé. Donc c'est le premier hôtel qui aura une autonomie énergétique. On vise les labels les plus élevés américains, les labels LED Platinum. On est bardé de capteurs solaires, donc on prend à rebrousse-poil toutes les questions du luxe, le luxe à quelque part c'est un gaspillage. Là c'est pas un gaspillage, c'est une ressource. Même la fermeture de l'hôtel est conceptualisée en recharge de batterie. C'est-à-dire pendant que l'hôtel ferme en hiver, les capteurs solaires chargent la mule pour être autonome en été. On a un travail sur le paysage, l'intégration, donc on a le bâtiment d'origine, les capteurs solaires, ça c'est la vue de la maquette. Voilà. Donc je détruis le bâtiment d'origine, je vais le reconstruire plus fantomatique. On voit ici le lobby, différentes vues. Ça c'est l'entrée du bâtiment, on a une espèce de totem. Voilà. Et on va déployer l'hôtel donc sur à la fois l'idée d'écologie, une idée sur faire travailler l'artisanat, enfin les grandes marques françaises, que je fais avec Peggy qui est là, et sur déployer une fondation d'art contemporain. L'art, le contemporain, fait partie du luxe. Quand on voit Arnaud, Pinault, ils ont bien compris ça. C'est que le luxe, c'est plus Garcia, le luxe, terminé ça. Les bois tournés, les petits rideaux. Mais ça, on tombe assez facilement d'accord, mais pour le faire, c'est autre chose. Parce que l'art contemporain, c'est une éthique, c'est un travail, c'est une connaissance, et ça ne s'acquiert pas en 10 minutes. Donc on va arriver à l'intérieur de l'hôtel, il n'y a plus de voiture à l'extérieur, on arrive dans une littérale grotte avec des projections vidéo, il y a un aquarium marocain, les voitures sont mises n'importe comment, on voit la mer, il y a des ascenseurs de villa qui traversent la grotte de part en part pour aller avoir un accès direct à la mer. Ça c'est on voit pas très bien, c'est le hall d'entrée avec une espèce de meuble salon. Ça envoie différentes vues du hall d'entrée, c'est comme un peu un intérieur de Bentley. Il y a des sculptures, ça c'est une sculpture que j'ai choisie pour mettre en entrée. Ça c'est de l'autre côté. L'ensemble de l'hôtel est tenu par 2 poteaux, donc c'est une série de prouesses techniques. Ça c'est des chambres. L'idée de voir la mer est sublimée par des espèces de passerelles. Là on voit sur les bateaux qui sont dans les chambres, on a une espèce de rostre qui donne envie, ou qui donne l'illusion qu'on va marcher sur l'horizon. Donc ça c'est les balcons, les nouveaux balcons de l'hôtel. Les vitres, on voit pas très bien là, les vitres font 3 mètres par 4, se sortent dehors et coulissent sous les rostres. Et donc c'est tout ouvert ou tout fermé et on n'a pas un montant dans la vue. La vitre est sérigraphiée avec une idée de ciel étoilé, comme ça la nuit on a l'impression qu'on est dans une espèce de cosmos idéalisé. Ça c'est une autre vue des rostres. Ça c'est la chambre, donc on a un travail très précis sur la chambre avec devant c'est la vue, derrière c'est un paysage, donc c'est la montagne, donc on travaille sur des sérigraphies de montagne sur les arrière-plans, donc on va aller se doucher dans des sérigraphies de montagne, toute une recherche de matériaux, des marbres qui ressemblent un peu à des rochers, de l'or, des photos de montagne. On a tout un travail de signes extrêmement rigoureux. Voilà, j'en ai fini.
Il y a des astuces, parce que dans le luxe, il faut résoudre des problèmes. On avait des chambres, ces chambres ici qui ne pouvaient pas voir la mer. Donc on a imaginé d'avoir un balcon qui permet, lui, de vous emmener pour voir la mer. Donc, on prend une passerelle et on a un balcon qui est complètement déporté de sa chambre pour aller voir la mer. Voilà, tout est en architecture paysagère. Voilà, je vais en finir là. Si vous avez des questions, parce que je crois que je suis en retard.